Notre premier sujet, ce sera le Niger. Nous allons évoquer cette attaque djihadiste à la frontière avec le Mali. On parlera ensuite du Tchad, où les rebelles du FACT gagnent du terrain. En Côte d'Ivoire, le poste de vice-président est toujours vacant. Et puis le Togo, on va parler de crise sanitaire et flambée des prix des produits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler donc cette situation? Et pour évoquer ces sujets autour du plateau avec moi, il y a Akleso Essoy, il est consultant en coaching et politique. Bonsoir Akleso Essoy. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les co-panélistes et surtout coucou spécial aux membres de CTLV. Merci beaucoup. Il y a également Ambroise Ponjo de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectateurs et les téléspectatrices. Bonsoir cher invité président ici. À bientôt. Également sur le plateau, Fioclou Messan Adanglenou de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir chers confrères, bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup. Le Niger, pour commencer, les djihadistes ont encore tué dans le nord de la région de Tillabéri. 19 villageois ont été tués dans la soirée de samedi 17 avril alors qu'ils enterraient un des leurs. Les assaillants venus à moto sont ensuite repartis en direction du nord dans la zone de Lanzourou. C'est à la frontière du Mali. Depuis quelque temps, l'insécurité est grandissante dans cette zone où plusieurs dizaines de civils ont été tués en moins d'un mois. Il y a quand même, Ambroise Ponjo, une recrudescence des attaques djihadistes au niveau du Niger, surtout ces temps-ci. Comment faut-il comprendre cette recrudescence-là? Oui, moi je le perçois comme un message envoyé au nouveau président du Niger. Vous savez que le Niger n'est pas forcément dans... C'est vrai, il est dans un carré qui est très prisé par les djihadistes. Je parle bien du Mali, du Niger, du Burkina Faso et un peu du Nigeria. Alors, le Niger n'était pas en proie aux djihadistes comme le vit au quotidien le Mali. Et entre-temps, il y a un an, le Burkina Faso. Mais ces derniers temps, comme tu l'as si bien remarqué, c'est tout simplement parce que il faut envoyer un message au nouveau président, comme quoi nous sommes toujours présents, et de prendre garde, parce que nous avons nos intérêts dans ce pays. Et s'il y a lieu de monter les enchères contre les djihadistes, nous serons toujours présents. Sauf que dans un État comme le Niger, qui est aussi immensément vaste, il y a de la difficulté à maîtriser tout le territoire nigérien. Oui. Et donc, s'il y va de cette hypothèse, je crois que le G5 Sahel devait remobiliser les moyens. D'abord, il faut qu'il y ait une remobilisation des moyens africains. Et ensuite, avant que l'Occident ne pense à apporter sa contribution sur le plan logistique et au niveau du renseignement. Alors, c'est Bazoum qui est arrivé au pouvoir en remplacement de Mahamadou Issoufou n'est pas un étranger à la terre nigérienne, même si de souche, il n'est pas de souche ethniquement nigérienne, mais il est quand même un Nigérien par adoption depuis la nuit des temps, et donc il est devenu président. Soit ce message-là est envoyé parce qu'il ne serait pas des leurs, parce que pourquoi on n'a pas fait la même chose à Issoufou Mahamadou, parce que vous savez, dans ces pays-là, il y a la question des régionalistes et ethniques qui refait souvent les Iforas, les Peuls. Il y a aussi des Arabes, il y a ceux-là qui font partie. Il y en a tellement des Touaregs, il y en a tellement de peuples qui s'entremêlent et qui même se font la guerre. Et donc, de quel camp se trouvent les djihadistes? Si c'est l'État islamique, on sait quand même qu'il y a un volet qui s'occupe de cela. Si c'est, comment on appelle, les djihadistes ordinaires ou les bandes criminelles du désert, là, il faut voir dans tout ça. Donc, je me dis que, d'abord, c'est un message qui est envoyé à Mohamed Bazoum, le nouveau président, et ensuite, peut-être, qui a un signal qui est en train d'être lancé, comme quoi on n'a pas encore lâché nos dernières armes dans votre région. Nous allons revenir en force. Donc, il appartient au chef de l'État actuel de savoir prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir
endiguer l'ennemi qui est pratiquement à la porte. D'ailleurs, c'est ce qu'il a promis lors de son investiture. Il a promis une lutte acharnée contre le terrorisme. Mais Sanfioclo, vous pensez également que pour ces djihadistes, cette recrudescence, parce que en l'espace d'1 mois, on a déjà eu, en tout cas, de très nombreux morts, que c'est un message qu'on est en train d'envoyer au nouveau président. Et quel message? Oui, je peux dire que depuis mars 2021, il y a eu plus d'une dizaine d'attaques au même endroit. C'est les frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et ce qui est étonnant ces derniers temps, c'est que les djihadistes ne s'attaquent plus aux forces de sécurité ou de défense. Ils s'attaquent aux civils. C'est là où le bas blesse. Parce que s'attaquer aux civils innocents, ça n'a aucun sens. Bon, parce que ce ne sont pas les civils qui sont les gouvernants. Et de deux, quand ils sont allés au cimetière pour tuer des gens, pour rentrer dans le village après et tuer jusqu'à une vingtaine de personnes, on peut dire que c'est malheureux, c'est honteux, et on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils s'attaquent désormais aux civils. C'est pour faire peur aux civils, ou bien c'est pour dire au nouveau gouvernement qu'ils ont toujours le vent en poupe. C'est là mon problème. Et en plus de ça, nous avons une force qu'on appelle Force Sahel. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de dispositif sérieux pour ce milieu, pour ces frontières-là. Il faut une force Mais spéciale. comme on est dans une zone extrêmement large, hein, c'est peut-être aussi difficile j'allais dire, d'encadrer cette zone-là sur le plan sécuritaire. Et nous avons des stratèges. Quand on parle d'une armée, par exemple l'armée nigérienne, quand on parle de la force Barkhane, quand on parle de la force du Sahel, moi je pense qu'ils ont mis les moyens, les logistiques, tout ce qu'il faut pour réussir. Mais je ne vois pas pourquoi jusqu'à présent ils n'arrivent pas à mettre KO ces djihadistes. Personnellement, c'est la question que je me pose. Il y a des observations aériennes, tout ça, mais sur le terrain, je ne sais pas, est-ce que les djihadistes ont des indicateurs qui leur donnent des informations, qu'il y a ceci ou cela? Est-ce qu'il y a des complices même au sein des forces de sécurité? Tout ça, ça a été étudié. Mais comme dans son discours d'investiture, le 2 avril dernier, il a dit qu'il va prendre les mesures nécessaires pour la sécurité de son pays, on va voir si effectivement il va arriver à endiguer le terrorisme dans ce coin. Alors on est quand même ici face à des attaques qui sont toujours non revendiquées. C'est vrai que quand on voit un peu le modus operandi, ils viennent à dos de moto, ils commettent les crimes, ils repartent et on se dit forcément c'est l'œuvre de terroristes. Mais le fait que ces attaques ne soient jamais revendiquées, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à comprendre par là? En fait, si nous analysons comme les autres ont dit, je m'étonne que d'abord le fait qu'on ait attaqué le cimetière et que les mêmes personnes attaquent le village, mais l'intervention de l'armée, puisque quand vous savez qu'une zone est dangereuse, il y a une force qu'on prépare pour défendre ces zones. Donc, il ne peut pas dire qu'ils ignorent cela. Donc moi je me dis que on le fait pour terroriser la population d'une manière aussi facile que cela, parce que peut-être qu'il y a une ressource dans le milieu et qu'on voudrait que les gens quittent le milieu avant qu'ils le fassent. Quand on annonce directement, vous voyez, on a déclaré la France dernièrement, tout ça, parce que comme monsieur Lofiokou le dit, on ne peut pas me dire que l'opération Barkhane, la force Barkhane n'a pas la logistique pour savoir où et quand on peut tout laisser dire. Ils savent comment les gens marchent, puisque des fois, vous allez voir, ils informent leurs ressortissants de quitter tel milieu parce qu'ils savent ce qui doit se passer. Donc, je me suis dit aussi, entre-temps, avant la mort du Premier ministre, l'opposant malien, là, on avait libéré les rebelles. Quand on commence, c'est ce que je dis, quand vous libérez des rebelles, ils vont encore prendre les armes. Donc, c'est pourquoi j'ai même dit ici que c'est très dangereux de libérer souvent des rebelles. Parce que il y a là, il y avait une négociation aussi. Oui, c'est que quand il fallait une contrepartie, c'est ce que les djihadistes avaient exigé. Le danger dans la libération, là, voilà qu'ils sont allés encore prendre des armes. Parce que c'est le triangle, là, Burkina, Mali, c'est toujours comme ça. Donc, il y a une richesse là-bas. Et le nord du Mali, il y a de l'or. Et puis, le sud du Niger, il y a l'uranium et consorts là. Et de la même chose que pour le nord du Burkina, il y a aussi de l'or. Donc, face à ces richesses, on veut que la zone soit instable. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a le G5 Sahel pour défendre, il y a la force de l'Union africaine, il y a tout ça là-bas, mais que jusqu'à présent, si ce n'est pas pour protéger la population, pourquoi ils sont allés là-bas?
Vous voyez, donc il faut aussi voir que c'est plutôt l'intérêt plutôt géopolitique que les gens veulent sauvegarder, parce que je ne comprends pas, même le président, quand il dit qu'il va donner les forces, il n'avait pas la force avant. Il y a l'armée nigérienne là, il y a l'armée malienne, même on avait pris en temps que l'armée tchadienne était plus virulente sur cette histoire. Donc voilà, pourquoi on ne peut pas une fois, et je ne suis pas, comment dire, criminel, mais pourquoi on ne peut pas une bonne fois pour toutes enlever cette gangrène comment dire, de terroristes, parce que je sais qu'il y a Akmi là-bas, il y avait aussi une faction de Boko Haram vers le nord du Nigeria. Donc, pourquoi on ne peut pas enlever ça? Parce que je me rappelle qu'entre-temps, les Nations Unies ont dit qu'on ne peut pas attraper les terroristes et les tuer en même temps. Mais les terroristes tuent les populations chaque fois. Donc, les gens n'ont qu'à essayer de réfléchir. Sinon, je sais que c'est par rapport aux intérêts que les gens laissent faire tout ça. Tout le monde sait ce qu'il y a là-bas, mais tout le monde se tait pour que ça se fasse ainsi. Et en plus, n'oubliez pas que pour le moment, si on n'avait pas fait ça, on ne trouvera pas l'utilité de l'armée française, puisque actuellement, les gens sont en train de demander la fin de la partie. Donc, c'est aussi une preuve pour dire que c'est normal que l'armée française y soit. Oui. Alors, oui, Fioclou veut placer un mot d'abord. Moi, j'ai d'abord. constaté que jusqu'à ce jour, les terroristes terrorisent la population et les forces de défense de sécurité. Avec la venue au pouvoir de M. Bazoum, je lui lance un appel pour qu'il commence par terroriser les terroristes. Il doit connaître très bien ce dossier. Il a été ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Et ils sont capables. Ça dit que quand on a une armée, il y a des régions, comme le cas du Togo, où nous avons la région militaire, la région de gendarmerie, sud, nord, etc. Il y a des experts, des généraux et autres là qui ont fait des écoles de guerre, qui ont fait des études pour régler ces cas. Est-ce qu'effectivement, on met les moyens à leur disposition? Est-ce qu'ils mettent les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour le commandement? Tout ça, ça est étudié. Mais surtout, ce coin de frontière entre le Burkina, le Mali, le Niger, il faut une force spéciale qui doit être stationnée dans les environnements là-bas. Et en cas pour regrouper ces villages autour d'un cordon sécuritaire. Et je pense que les terroristes, même sachant qu'ils sont là, ils ne peuvent plus s'approcher de ces localités. Moi, je pense qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des opérations, au niveau du commandement. Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est l'armée nigérienne, puisque nous parlons ici du Niger, c'est l'armée nigérienne qui pose problème aussi? Non, c'est plutôt les forces étrangères qui posent problème. Parce que de toutes les analyses qu'ils ont eu à faire, on ne peut jamais comprendre qui est la force Barkhane, qui est la force des Français. Il y a la force des Nations Unies aussi qui est à la maison. Il y a le G5 Sahel qui certainement n'a pas encore envoyé des gens, mais qui sont quand même là en matière de reconnaissance de terrain. Et on ne peut pas comprendre qu'une guerre en Syrie plus virulente, plus terrible, où même l'État islamique a créé son propre État, on a dû finir cette guerre-là en un temps record, juste avec l'apport d'une seule puissance pratiquement. En dehors des États-Unis, c'est la Russie qui a aidé la Syrie à endiguer ces terroristes-là. Et comment on peut imaginer que des petits groupes de voyous sèment la terreur dans une zone ouest africaine, ou au niveau du Sahel, et que l'on ne puisse pas les endiguer, comme il a si bien dit, on ne puisse pas les terrasser. Il y a le côté asymétrique également de cette guerre qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais c'est les gens qui créent l'asymétrie. L'asymétrie dont tu parles, c'est les gens qui créent. Mais lui, il vient de dire quelque chose. Il a dit, si vous placez les poches de résistance, c'est-à-dire les militaires, Niger, Tchad, Niger, Cameroun, tout ça là, dans des zones différentes, avec le Tchad, avec sa capacité de nuisance vis-à-vis de ces djihadistes-là, ils vont infiltrer où? C'est vrai que les territoires sont vastes, mais ils savent là où ils vivent. Quand les terroristes de Ben Laden étaient dans les grottes de Tora Bora, les Américains savent là où ils se trouvaient. Ils ont bombardé les trucs là-bas, en Afghanistan, partout. Est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui? Donc, c'est une question de bonne collaboration avec les Occidentaux. Et je dis que la présence de la France dans cette zone est plutôt malvenue pour les pays du Sahel. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il y a l'uranium au Niger, il y a l'or au Mali, il y a plein de choses dans la zone. La France, on le connaît. C'est des gens, à en citer le président Chirac, c'est des gens qui ne cherchent que les intérêts. Ils n'ont pas d'amis. C'est les intérêts. Donc, pour des raisons d'intérêt, les choses peuvent passer si vite.
Et que même, on peut même lier la main des dirigeants. Laissez-nous faire, c'est nous qui devons le faire. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que la force Barkhane, tout ce monde-là est là, et que l'on vient nous dire qu'on a tué 18 personnes, 19 personnes. Ils viennent d'où? Ils ont trouvé l'argent pour acheter les 4x4 là où? Ils ont acheté en Afrique. Qui leur a vendu? C'est le gouvernement. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est une guerre idéologique, mais qui se transforme sur le terrain. Parce qu'en fait, même si on ne peut pas comprendre que les musulmans eux-mêmes puissent aller tuer leurs propres frères musulmans, et qu'on puisse arriver à qualifier ces gens de fous, il y a une guerre politique et idéologique entre occidentaux et les Africains, qui sont des dirigeants, pas meurtris, mais des dirigeants complices. Des dirigeants complices. Vous avez des armes. Les armes que, par exemple, chez nous au Togo, les armes qu'on a chez les hélicoptères, au Niger, au Tchad, ils sont là pour qui? C'est pour tirer sur les manifestants, pour le pacifique et politique. Mais il faut utiliser ces armes-là pour tuer ces terroristes. Que cherche la France encore? Le débat est au Sénat, le débat est au Parlement. Il faut dégager la force Barkhane là-bas, c'est clair. Oui, mais est-ce que c'est le départ des forces étrangères qui va constituer la solution? Je ne suis pas d'autant d'accord qu'on les dégage pour résoudre le problème. Mais si cela n'en tient qu'à moi, quand vous êtes là, vous ne donnez pas un bon résultat, c'est normal qu'on rompe le contrat avec vous. Maintenant, le souci, c'est que les Nigériens même sont des guerriers de nature. C'est pourquoi ça m'étonne. Même les Maliens, eux, ce sont des guerriers de nature. Je me rappelle qu'entre-temps, le nord du Burkina même a constitué quelques milices pour défendre les villageois où on a payé des coups pour qu'on soit gens. Donc, si cela ne tient à qu'on revienne dans cela. Mais moi, je pense que le Niger a, je pense, 30% de l'uranium et du monde qu'ils utilisent, que la France utilise dans ces choses. S'il y a à négocier, on n'a qu'à négocier pour que le sort de la population aille mieux. Mais là, actuellement, ce que je pense que si les Nations Unies ne font rien, et l'Union africaine ne fait rien, la CEDEAO ne font rien, et tout ça là, c'est déplorable parce que il peut pas chaque fois attendre qu'une crise se dégage et puis ils font des va-et-vient pour dire que des décisions règlent tout ça là. Et en plus, le président nigérien est occupé à enfermer les opposants, soit disant qu'on lui tente, qu'on lui fait des coups d'État ou on veut intenter, un coup d'État, tout ça là, au lieu de voir le problème sur le terrain, parce que tout le monde savait depuis longtemps qu'il y a ce problème là-bas. Mais pour qu'on croit donc moi, à moins que la France même n'ait honte de ce qui se passe là-bas, il n'y a pas trop sa présence qui joue un grand rôle. D'accord. Partons à la première pause maintenant et on continue après.